Chapitre 5. Le mot déplorable. Polly et Diggory étaient face à face, de part et d'autre de la colonne où était suspendue la cloche, qui n'émettait plus aucun son. Ils tremblaient encore, quand ils entendirent un léger bruissement du côté de la salle restée intacte. Ils se retournèrent. L'un des personnages drapés, cette femme assise à l'extrémité de la rangée, que Diggory trouvait si belle, était en train de se lever de son fauteuil. Debout, elle était encore plus grande que ce qu'ils avaient imaginé. Et tout chez elle, non seulement sa robe et sa couronne, mais l'éclat de son regard et la courbe de ses lèvres, disaient que c'était une grande reine. Elle jeta un regard autour de la salle. Elle vit les dégâts. Elle vit les enfants, mais rien dans son expression ne permettait de savoir ce qu'elle en pensait, ni si elle était surprise. Elle s'avança d'un long pas, ample et souple, et demanda « Qui m'a réveillé? Qui donc a brisé le sortilège? » « Je crois que c'est moi, » répondit Diggory. « Toi? » s'écria la reine en posant la main sur son épaule, une main blanche, magnifique, dont Diggory sentit la poigne, aussi ferme qu'une paire de tenailles en acier. « Toi? Mais tu n'es qu'un enfant, un vulgaire enfant. Un seul regard suffit pour voir que tu n'as pas la moindre goutte de sang royal ni de sang noble. Comment as-tu osé pénétrer dans ce palais? » « Nous venons d'un autre monde. Nous sommes arrivés ici grâce à la magie, » répondit Polly, convaincue qu'il était grand temps que la reine la remarque elle aussi. « Est-ce bien vrai? » demanda la reine, le regard toujours fixé sur Diggory, sans même accorder un coup d'œil à Polly. « Oui, c'est vrai. » La reine avança son autre main près du visage de Diggory et souleva son menton pour l'examiner. Diggory essaya de soutenir son regard, mais il fut contraint de baisser les yeux. Quelque chose en elle le subjuguait. Après l'avoir dévisagé attentivement, la reine lâcha son menton en disant « Tu n'as rien d'un magicien. Tu ne portes pas la marque. J'imagine que tu es au service d'un magicien dont la magie t'a permis d'arriver jusqu'ici. » Oui, mon oncle Andrew. À cet instant, non pas à l'intérieur de la salle, mais à l'extérieur, tout près, l'on entendit un grondement, un déchirement, puis le violent fracas d'une chute de pierre, et le sol se mit à trembler. « Nous sommes en danger, » dit la reine. « Tout le palais est en train de s'effondrer. Nous avons quelques minutes pour nous enfuir avant d'être ensevelis sous les décombres. » Son ton était aussi posé que si elle indiquait l'heure. « Venez, » ajouta-t-elle en proposant sa main à chacun des enfants. Polly, qui éprouvait une profonde aversion pour cette reine et sentait d'humeur plutôt boudeuse, n'aurait jamais accepté si elle avait pu. Mais la reine, en dépit de ce ton posé, avait des gestes impérieux et vifs comme l'éclair. Instantanément, Polly sentit sa main gauche saisie par une main énorme avec une poigne irrésistible. « Elle est redoutable, » pensait Polly, d'une telle force qu'elle pourrait me casser le bras en un seul tour de main. Elle a pris la main gauche. Je ne peux plus atteindre la bague jaune. Je pourrais étendre la main droite jusqu'à la poche gauche, mais elle risque de le voir et de me demander ce que je suis en train de faire. Or, quoi qu'il advienne, il ne faut absolument pas qu'elle soit au courant pour les bagues. Pourvu que Diggory ait l'intelligence de se taire. Si seulement je peux lui dire un mot en tête à tête. La reine les conduisit hors de la salle des personnages, dans un long couloir. Puis, à travers un labyrinthe de pièces, d'escaliers et de cours. Régulièrement, ils entendaient des morceaux de palais s'écrouler. Ils faillirent même être écrasés par une immense arche qui s'effondra juste après leur passage. La reine marchait vite. Les enfants étaient obligés de trotter derrière elle pour suivre le rythme. Elle ne trahissait pas le moindre signe de crainte. « Oh, quel courage exceptionnel! Et quelle force! » pensait Diggory. « C'est vraiment ce que j'appelle une reine. J'espère qu'elle nous racontera l'histoire de ce lieu. » De fait, elle leur raconta quelques bribes de cette histoire, tout en avançant. « Ceci est la porte qui mène au donjon, » disait-elle. « Ou
Ce passage conduit aux principales chambres de torture. Ou encore, ceci est l'ancienne salle de banquet dans laquelle mon arrière-grand-père convia à un festin 700 nobles qu'il fit assassiner avant même qu'ils aient pu boire tout leur content. Ils étaient coupables d'idées de rébellion. Enfin, ils arrivèrent dans une salle plus large et plus élevée que toutes celles qu'ils avaient traversées. D'après les proportions et la présence de portes immenses, Diggory en déduisit qu'il devait avoir atteint l'entrée principale. En un sens, il avait raison. Les portes, noires comme du jet, devaient être en ébène ou en métal, un métal noir, inconnu de notre monde. Elles étaient fermées par de larges barres transversales qui avaient l'air beaucoup trop hautes à atteindre et trop lourdes à soulever. Diggory se demandait comment ils allaient sortir quand la reine lui lâcha la main et leva le bras. Elle se redressa, se raidit, et du haut de sa stature prononça d'incompréhensibles paroles, qui avaient un accent terrifiant, en frappant violemment dans le vide. À cet instant, les portes se mirent à trembler comme du papier de soie et s'effondrèrent brutalement, ne laissant qu'une trace de poussière sur le sol. Sur le seuil. « Wow !» s'écria Diggory. « Ton maître magicien, ton oncle, a-t-il autant de pouvoir que moi ?» demanda la reine en reprenant fermement sa main. « Enfin, j'aurai certainement l'occasion de le savoir. Entre-temps, rappelle-toi ce que tu viens de voir. C'est ce qui arrive aux objets et aux gens qui s'opposent à moi. » Une lumière beaucoup plus forte inonda la grande entrée vide, et ils ne furent nullement surpris de se retrouver au grand air. Un vent froid, qui avait quelque chose de rance, soufflait contre leur visage. Ils étaient sur une terrasse qui surplombait un vaste paysage se déployant à perte de vue. Au fond, au-dessus de la ligne d'horizon, était suspendu un grand soleil rouge, beaucoup plus grand que le nôtre. Diggory sentait tout de suite qu'il était beaucoup plus ancien. C'était un soleil qui devait approcher de la fin de sa vie, car il semblait épuisé d'avoir à se pencher sur ce monde. À gauche, nettement plus haut, brillait une étoile, solitaire, immense. Seuls apparaissaient ces deux éléments, qui, au milieu d'un ciel sombre, formaient un tableau lugubre. Sur la terre, dans toutes les directions, s'étendait une vaste cité où l'on ne distinguait pas le moindre être vivant. Les temples, les tours, les palais, les pyramides, les ponts, tous projetaient de longues ombres inquiétantes sous la lumière de ce soleil usé. Un large sillon couvert d'un dépôt grisâtre indiquait la présence d'un fleuve qui devait irriguer la cité. « Admirez ce paysage que nul ne reverra jamais, » dit la reine. « Telle était Charnes, la grande cité, la cité du roi des rois, merveille du monde et de tous les mondes. Ton oncle règne-t-il sur une cité de cette envergure, mon garçon? » « Non, » répondit Diggory, qui s'apprêtait à expliquer que son oncle ne régnait sur aucune ville, avant d'être interrompu par la reine. « Aujourd'hui, tout est silencieux. Mais j'ai régné ici, à une époque où l'atmosphère tout entière vibrait de la rumeur et des activités de la cité. Les pas résonnaient, les roues crissaient, les fouets claquaient, les esclaves gémissaient, les chariots grondaient, les tambours sacrificiels battaient dans les temples. J'ai régné à Charnes, mais c'était à la fin, à une époque où retentissait le grondement de bataille qui noyait le fleuve dans le sang. » Elle fit une pause avant d'ajouter, « En un instant, une seule femme a tout effacé. »« Qui ?» demanda timidement Diggory, qui, en fait, avait deviné. « Moi, » répondit la reine. « Moi, jadis, ultime reine, mais reine du monde. » Les deux enfants, muets, tremblaient dans le vent glacial. « C'était la faute de ma sœur, » poursuivit la reine. « C'est elle qui m'y a poussé. Que la malédiction suprême demeure sur elle à jamais. J'étais prête à faire la paix, oui, à épargner sa vie, si seulement elle m'avait cédé le trône. Mais elle refusait, et son orgueil a détruit le monde entier.
Au début de la guerre, l'engagement de ne pas recourir à la magie était encore respecté. Mais le jour où elle a rompu cet engagement, que pouvais-je faire? Quel imbécile! Comme si elle ne savait pas que j'avais plus de pouvoir qu'elle. Elle savait même que je détenais le secret du mot déplorable. Comment pouvait-elle croire, elle, qui fut toujours si faible, que je n'userais pas de mon pouvoir? De quel pouvoir? Demanda Diggory. Le secret des secrets. Les grands rois de notre race savaient depuis toujours qu'il existait un mot qui, s'il était prononcé au cours de cérémonies choisies, détruirait tout être vivant, excepté celui qui l'avait prononcé. Hélas, ces anciens rois étaient faibles. Ils avaient le cœur tendre. Ils s'étaient donc engagés entre eux, et au nom de tous leurs descendants et successeurs, suivant des jugements solennels, à ne jamais chercher à connaître ce mot. Mais moi, j'ai découvert ce mot, dans un lieu secret, à un prix terrible. Je ne l'avais jamais utilisé, jusqu'au jour où ma sœur m'a contrainte à le faire. Je me suis battu pour la vaincre par tous les autres moyens. Le sang de mes armées a coulé comme de l'eau. Quel monstre, murmura Polly. La dernière grande bataille a duré plus de 3 jours dans l'enceinte de Charnes. 3 jours pendant lesquels j'ai suivi les opérations du haut de cette même terrasse. Mais quand j'ai vu le dernier de mes soldats s'écrouler et que j'ai entendu cette femme maudite, ma sœur, à la tête de ces sujets rebelles, à mi-chemin dans le grand escalier qui monte ici, j'ai attendu que nous soyons face à face pour user de mon pouvoir. Elle a dardé sur moi son regard maléfique en criant « Victoire !» Oui, ai-je répondu, victoire, mais victoire à moi. C'est alors que j'ai prononcé le mot déplorable. Un éclair, et j'étais le seul être vivant sous le soleil. Et les gens? Demanda Diggory, bouche bée. Comment cela, les gens? Les gens normaux, dit Polly, ceux qui ne vous avaient fait aucun mal. Et les femmes, les enfants, les animaux. Vous ne comprenez donc pas? Demanda la reine en s'adressant à Diggory. C'était moi la reine. Ces gens étaient mon peuple. Leur seule raison d'être était d'accomplir ma volonté. En tout cas, ils n'ont vraiment pas eu de chance, dit-il. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié que tu n'es qu'un vulgaire enfant. Comment pourrais-tu comprendre l'idée de raison d'État? Il faudrait que tu apprennes, mon cher, que ce qui ferait du tort à toi ou à quiconque parmi le vulgum pecus ne fait pas de tort à une reine comme moi. Le poids du monde repose sur nos épaules. Nous devons nous affranchir de toutes les règles. Nous sommes promis à une destinée exceptionnelle et solitaire. Diggory se rappela soudain que son oncle avait utilisé exactement les mêmes termes. Mais dans la bouche de la reine jadis, ces paroles prenaient une dimension beaucoup plus impressionnante, car l'oncle Andrew ne mesurait pas plus de 2 mètres et n'avait pas cette beauté stupéfiante. « Alors, qu'avez-vous fait? » demanda-t-il. « J'avais déjà jeté de puissants sortilèges dans la salle où siègent les figures de mes ancêtres, des sortilèges si puissants que j'étais moi-même condamné à sommeiller parmi eux, sans avoir besoin de nourriture ni de feu. Cela dut-il durer plus de 1000 ans, jusqu'au jour où quelqu'un viendrait frapper la cloche et me réveillerait. Est-ce le mot déplorable qui a mis le soleil dans cet état? Demanda Diggory. Dans quel état? Aussi large, aussi rouge, aussi froid. Non, il a toujours été ainsi, depuis des centaines de milliers d'années, tout au moins. Avez-vous un soleil d'une espèce différente dans votre monde? Oui, il est plus modeste et plus jaune, et il dégage beaucoup plus de chaleur. La reine émit un long « Ah !» très appuyé, et Diggory surprit sur son visage ce même regard assoiffé et avide qu'il avait aperçu sur le visage de l'oncle Andrew. « Si je comprends bien, vous venez donc d'un monde plus jeune, dit-elle. Elle fit une pause et jeta un nouveau regard sur la cité déserte. Regrettait-elle tout le mal qu'elle avait fait? En tout cas, elle n'en laissait rien paraître. À présent, allons-y, dit-elle. Il finit par faire froid au bout d'une si longue succession de siècles. Où allons-nous? Demandèrent les 2 enfants. Où? Répéta Jadis, surprise. Dans votre monde, bien sûr.
Polly et Diggory échangèrent un regard, interloqués. Polly se méfiait de la reine depuis le début. Quant à Diggory, après l'avoir entendu raconter son histoire, il estimait qu'il l'avait bien assez vue. Il faut dire que ce n'était pas le genre de personne que l'on a envie de ramener chez soi. D'ailleurs, nos deux amis ne savaient absolument pas comment ils auraient fait. Ils ne souhaitaient qu'une chose, repartir sans elle, mais Polly ne pouvait pas atteindre sa bague, et Diggory ne pouvait pas repartir sans Polly. Répondit-il soudain en rougissant. Notre monde. Je ne savais pas que vous souhaitiez vous y rendre. Mais pourquoi pensez-vous que vous avez été envoyé ici, si ce n'est pour venir me chercher? Je suis sûr que vous n'aimerez pas, dit-il. Ce n'est pas du tout votre genre, n'est-ce pas, Polly? C'est un monde très ennuyeux. Non, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Oh, cela vaudra bientôt la peine lorsque je l'aurai ordonné, rétorqua la reine. C'est impossible, insista Diggory. Ça ne marche pas comme ça. On ne vous laisserait pas entrer, vous savez. Nombre de grands rois ont cru qu'ils pouvaient s'opposer à la maison de charme. Hélas, ils ont tous échoué, et même leur nom a sombré dans l'oubli. Quel petit saut tu fais! Sache que moi, avec ma beauté et ma magie, j'aurai tout au monde à mes pieds en moins d'1 an. Prépare tes formules incantatoires et emmène-moi immédiatement. C'est épouvantable, murmura Diggory à l'oreille de Polly. Oh, tu te fais peut-être du souci pour ton oncle, reprit la reine. N'aie crainte, s'il me rend honneur comme il se doit, il conservera sa vie et son trône. Je n'ai pas l'intention de me battre contre lui. S'il a réussi à trouver le moyen de vous envoyer jusqu'ici, je suppose que c'est un grand magicien. Est-ce qu'il règne sur votre monde? Ou une partie seulement? Il ne règne sur rien. Tu mens! S'écria Jadis. La magie est une affaire de sang royal. A-t-on jamais vu des personnes ordinaires, magiciennes? Fais attention, car je peux voir en toi si tu dis la vérité ou non lorsque tu parles. Je sais que ton oncle est le grand enchanteur et le grand roi de ton monde. Son art lui a permis de voir l'ombre de mon visage se refléter dans un miroir magique ou dans une mare enchantée. Ainsi, subjugué par ma beauté, il a créé un sortilège assez puissant pour renverser votre monde jusque dans ses fondations et vous envoyer au-delà du golfe qui sépare les mondes afin que je lui fasse grâce de ma venue. Répondez-moi! N'est-ce pas ainsi que tout s'est passé? Exactement, non, répondit Diggory. Pas exactement, répondit plus fort. Plus Polly. De toute façon, votre histoire ne tient absolument pas debout. Petit vaurien! Hurla la reine en se retournant furieuse vers Polly, dont elle attrapa les cheveux au sommet du crâne, juste là où c'est le plus douloureux. Hélas, en faisant ce geste, elle lâcha la main des deux enfants. Vite! Hurla Diggory. Filons! Reprit Polly. Tous deux plongèrent la main gauche dans la poche. À l'instant même, cet univers moribond disparut de leur vue, et ils se sentirent précipités vers le haut, tandis qu'une douce lumière verte venait les envelopper.